Ça y est, j'ai fini Ghost of Yotei. Alors, je me mets à un endroit différent que d'habitude, j'espère que la lumière sera à peu près bien. Et donc voilà, j'ai fini mon premier jeu de l'année 2026. Oui, nous sommes déjà presque fin mars et je n'ai fait qu'un seul jeu. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais mes jeux un petit peu lentement. Ce qui n'est pas plus mal honnêtement, parce que comme ça j'en profite bien. En l'occurrence sur Ghost of Yotei, j'ai passé un total de 54 heures. Ce qui n'est pas énormissime, mais ce qui est quand même déjà une durée assez respectable. Donc je n'ai pas fait le jeu à 100%, il y a quelques petits trucs secondaires que je n'ai pas fait, ce qui est le cas dans à peu près tous les jeux que je fais. Mais j'ai fait toute l'histoire principale et quand même une bonne partie des trucs secondaires aussi. Donc j'ai malgré tout une expérience assez globale dont je vais maintenant pouvoir vous parler. Puisque donc comme vous l'avez peut-être vu, j'avais commencé une série de let's play sur ce jeu. Mais je ne l'ai pas faite sur le jeu en entier. En fait, j'ai montré un petit peu le début. Ensuite, j'ai montré deux moments que j'avais particulièrement aimés, à savoir la petite vidéo sur le plus beau panorama du jeu et la vidéo contre le boss le plus difficile du jeu, Takezo, qui est un boss caché qui ne fait pas partie de l'histoire principale. J'ai hésité à mettre des let's play de l'histoire principale, d'autres let's play. Mais en fait, je vous avoue que je n'avais pas continué parce qu'en fait, ces vidéos ne faisaient quasiment aucune vue et même si en soi je fais pas des vidéos pour faire 5000 vues à chaque fois, mais ça demande quand même un petit peu de temps, d'énergie, etc. Et donc quand je vois que ça dépasse pas 15 vues ou 20 vues, c'est vrai que je me dis que du coup peut-être que ça n'intéresse pas forcément grand monde et j'ai tendance à arrêter la série. Mais à vrai dire, j'ai pas encore trouvé exactement comment je veux faire mes séries sur la chaîne. J'ai du mal à savoir quelle est la formule qui me convient le mieux. Peut-être qu'il faut que je fasse juste le début et ensuite que les moments les plus forts, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je suis toujours dans une phase d'essai, bref. J'ai quand même mis quelques petits épisodes si vous voulez aller les voir. Et donc, passons maintenant à la revue globale. Donc, Ghost of Yotei, c'est, comme vous le savez certainement, la suite de Ghost of Tsushima, qui a été l'un des premiers jeux que j'ai fait sur ma PS5. Je pense que c'était en 2023 que j'ai fait Ghost of Tsushima. J'ai du mal à le dire. Et j'avais vraiment adoré. Tsushima, ça avait été une très très belle découverte. Je l'ai d'ailleurs présenté dans ma récente vidéo sur les 9 jeux qui m'ont rendu accro au gaming, les 9 jeux que j'ai préférés jusqu'à présent. J'avais mis Tsushima dedans. Ça avait été vraiment un très très bon moment. J'avais adoré le personnage de Jin Sakai. J'avais beaucoup aimé le gameplay, j'avais beaucoup aimé les paysages, l'univers, l'histoire. Vraiment, ça avait été une expérience très 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 positive. Et donc là, du coup, pour Ghost of Yotei qui est sorti en fin d'année dernière, j'étais à la fois assez enthousiaste et j'avais quelques appréhensions puisque j'avais peur de moins l'aimer, de le trouver moins bien. Et ce qui me faisait peur notamment, c'était au niveau du personnage et de l'histoire, puisque là, dans Yotei, l'intrigue se déroule 300 ans après les événements de Tsushima. Donc bien évidemment, on ne joue plus avec Jin Sakai. On a un nouveau personnage, une jeune femme qui s'appelle Atsu, qui est partie dans une quête de vengeance pour rendre justice à sa famille qui a été massacrée par un gang de samouraïs hors la loi quand elle était préadolescente à peu près. Donc voilà, le pitch de l'histoire c'est ça. Et en fait, quand j'avais lu ça, en me renseignant un petit peu sur le jeu, j'avais eu un peu peur que ce soit un peu trop simpliste, puisque dans Tsushima, un des aspects que j'avais particulièrement aimé, c'était la profondeur de l'histoire. Donc on avait Jin Sakai, un samouraï qui devait faire face à l'invasion des Mongols sur son territoire et qui, face à la menace de l'invasion, se retrouvait obligé de renier le code du samouraï pour adopter des techniques plutôt de shinobi, ce qui lui valait de gros problèmes avec sa famille qui n'acceptait pas qu'il renie le code des samouraïs. Et donc il y avait toute cette histoire de conflit familial autour de ça, autour de cet aspect très culturel. Et en même temps, on avait le cadre historique un peu plus large avec l'invasion des Mongols au Japon, qui est un cadre historique réel, même si là dans le jeu il était évidemment un petit peu romancé. Mais donc voilà, on avait un peu cette double dimension de l'intrigue, à la fois très personnelle sur Jin et sa famille, et un peu plus historique avec l'invasion des Mongols. C'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et en fait, c'est vrai que là, quand j'ai vu que Yotei, ça parlait entre guillemets juste d'une fille qui veut se venger d'une bande de hors-la-loi qui ont tué sa famille, j'avais peur que ce soit un peu trop simple en fait comme intrigue, qu'il n'y ait plus cette profondeur et cette dimension un peu plus large que j'avais aimée dans Tsushima. Donc voilà, j'avais une appréhension par rapport à ça. Donc je me suis quand même lancée dans le jeu en essayant d'avoir pas trop d'a priori, etc. Et c'est vrai qu'au début, en fait on va dire pendant les premières heures de jeu,
j'étais un peu restée sur cette impression de Tsushima, c'était quand même un peu mieux, le personnage était plus sympa, plus intéressant, etc. J'avais un peu de mal à m'attacher à Atsu au début. Voilà, j'ai eu l'impression que mes appréhensions s'étaient un petit peu vérifiées au début du jeu, même si c'était sympa à faire, etc. Voilà, j'avais pas euh, le même intérêt affectif, on va dire, que j'avais eu pour Tsushima quasiment dès le début. Cependant, plus j'ai avancé dans le jeu et plus j'ai réussi quand même à m'attacher au personnage de Atsu, à m'impliquer dans son histoire. Et au final, j'ai plutôt bien aimé cet aspect de l'histoire de Yotei, même si j'ai trouvé que l'histoire et le personnage de Tsushima étaient quand même plus intéressants. Ma préférence reste quand même à Jin Sakai sur le plan purement affectif. Mais celle d'Atsu, l'histoire d'Atsu se tenait aussi très bien et le personnage était plutôt réussi. Voilà, en fait, on découvre petit à petit ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était enfant. En fait, on a des flashbacks de cette fameuse nuit où sa famille a été tuée, qu'on découvre petit à petit au cours de l'histoire. Et en fait, toute l'intrigue s'organise autour du fait qu'elle doit retrouver 6 personnages, donc les six bandits, les 6 de Yotei, qui sont responsables des meurtres. Et à chaque fois qu'elle affronte un des 6, on en apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé et sur le contexte de cette histoire-là. Et elle évolue aussi à mesure qu'elle affronte les 6 un par un. Elle prend conscience de certaines choses sur elle-même, sur sa famille. Il y a à chaque fois des petites péripéties qui viennent se rajouter. Bon voilà, j'en dis pas trop pour pas spoiler. Mais voilà, l'histoire s'approfondit au fur et à mesure qu'on avance dans les principales étapes de l'intrigue. Et donc au final, j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. Voilà, c'était pas aussi original que l'histoire de Tsushima, mais c'était une bonne histoire de vengeance qui était bien faite, avec quelques cinématiques assez percutantes. C'est une histoire vraiment tragique, avec des scènes parfois un petit peu dures, etc. Donc il y avait quand même une intensité émotionnelle qui était assez forte à certains moments. Et c'était plutôt réussi. Voilà, le personnage d'Atsu était également plutôt réussi. Elle était crédible, elle était bien jouée, voilà. Après, c'est comme je disais, j'ai quand même préféré Jin. Voilà. En termes d'histoire et de personnage, Yotei c'était bien, mais pour moi, personnellement, Tsushima était un peu mieux. Cependant, il y a un autre point sur lequel j'ai trouvé que Yotei là surpassait Tsushima. C'était plus au niveau du gameplay, et notamment au niveau du gameplay des combats, où là j'ai vraiment senti une assez grosse différence, puisqu'en fait au début du jeu, je me rappelle que je l'avais même dit dans une des premières vidéos let's play, j'avais l'impression que c'était très très similaire. Le gameplay de Tsushima et de Yotei, c'était vraiment une suite directe. J'avais l'impression de faire pratiquement le même jeu, entre guillemets. Mais voilà, c'était un peu les mêmes mécaniques, le même type de graphisme, un petit peu le même type d'environnement. J'avais l'impression que ça n'avait pas vraiment évolué en fait entre les deux. Cependant, mon avis sur ce point a évolué au fur et à mesure que je jouais, puisqu'en fait, quand on atteint un certain point dans l'histoire, quand on commence à être un petit peu avancé, en fait, je dirais que c'est surtout quand on arrive au deuxième boss qu'on se rend compte qu'en fait, le gameplay des combats est quand même plus avancé dans Yotei, et surtout, il est beaucoup plus exigeant. Puisque dans Tsushima, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de très grosses difficultés face à des ennemis, sauf certains mini-boss optionnels qui étaient un peu plus difficiles que les autres. C'était, je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était des Ronins, je crois, qu'on devait affronter en duel. Bref, là, dans Yotei, j'ai trouvé que le niveau des combats était plus relevé, même dans le cadre de l'histoire principale, et sur des petits ennemis qui n'étaient pas des boss. Voilà, c'était pas très très difficile, mais le défi était plus présent. Dans Tsushima, voilà, j'avais avancé quand même assez facilement, surtout que c'était il y a plusieurs années, j'étais pas encore très expérimentée en gaming, etc. Et j'avais quand même avancé assez facilement, et je me rappelle même que j'avais été un tout petit peu déçue par le combat de boss final que j'avais trouvé un petit peu trop simple. Là, dans Yotei, donc on a un système un peu différent, puisque là, on n'est pas sur un gros boss final, mais on a 6 boss différents au fur et à mesure de l'histoire, et j'ai trouvé que les 6 étaient vraiment bien, qu'ils offraient un niveau de défi vraiment suffisant. Ils étaient tous très différents, ils demandaient tous une stratégie d'adaptation un petit peu particulière, et ouais, je crois que sur la plupart, j'ai dû faire plusieurs essais quand même avant de les avoir, parce qu'ils n'étaient pas faciles. Voilà, j'ai pas eu cette impression que j'avais eue sur Tsushima,
de me dire que les boss étaient un peu en deçà de ce que j'attendais. Là, j'ai trouvé que les boss étaient vraiment satisfaisants. C'était des beaux combats avec des belles mises en scène, avec à chaque fois des ajouts de gameplay, puisque le tout premier boss qu'on affronte, c'est un petit peu le tutoriel. Donc celui-là, pour le coup, est assez facile et voilà, assez simple au niveau de la stratégie, on va dire. Mais dès qu'on arrive au deuxième boss, on sent que ça se complexifie tout de suite un peu. Le combat est beaucoup plus long, il peut y avoir plusieurs phases, on a plus d'accessoires, les boss eux-mêmes ont plus d'accessoires différents, ils ont des stratégies plus complexes. Et jusqu'au boss final, j'ai trouvé qu'on avait vraiment une belle qualité au niveau de ces combats-là. Et en dehors des combats de boss, même les ennemis autres, je dirais, étaient plutôt d'un bon niveau de façon générale. Alors évidemment, ils sont pas très difficiles parce que c'est pas un jeu, c'est pas un Souls-like où tu galères à chaque étape, mais ils étaient plutôt bien quoi. Ils étaient pas trop faciles pour la plupart. Après, ça dépend aussi de la façon dont on joue, puisque dans Yotei, par rapport à Tsushima, on a un peu plus de possibilités en termes de gameplay. Ça reste assez similaire, mais dans Tsushima, si je me rappelle bien, on avait principalement un katana et un poignard, et un arc et des flèches aussi, je crois, mais il me semble qu'on n'avait pas trop d'autres armes que ça, sinon on avait des petits accessoires et un système de posture, en fait, on pouvait prendre différentes postures avec le katana, qu'on pouvait adapter en fonction des situations. Là, dans Yotei, on a beaucoup plus d'armes différentes. On a un katana, on a un double katana, on a un truc qui s'appelle le kusarigama, qui est une sorte de, je sais même pas comment décrire ça, une sorte de longue chaîne avec des crochets au bout qu'on peut faire tournoyer, lancer, etc. Une arme vraiment très différente. On a aussi une grande lance qui s'appelle la yari. On a un truc qui s'appelle l'odachi, qui est une sorte d'énorme, je sais même pas à quoi comparer ça. C'est pas vraiment une hallebarde, mais c'est comme une très grosse lame, quoi, une lame un peu géante. On a des arcs aussi, 2 arcs différents, et surtout on a également des armes à feu, ce qui n'était pas le cas dans Tsushima, puisque Tsushima se passe avant l'arrivée des armes à feu. Là, dans Yotei, ça y est, elles sont là, donc au bout d'un certain stade dans l'histoire, on débloque un fusil et un pistolet. Et on a en plus de ça des petits accessoires en plus, comme les kunai qu'on peut lancer, les bombes fumigènes, etc. Des choses qu'on avait déjà dans Tsushima, mais qui là se rajoutent à une variété d'armes beaucoup plus importante. Donc on n'a plus le système de posture. À la place, on a le système du choix des différentes armes, puisque donc c'est des armes qu'on débloque pas toutes d'un coup, évidemment, on les débloque au fur et à mesure de l'intrigue. Pour certaines, il faut aussi aller faire des objectifs secondaires pour pouvoir les améliorer, etc. Mais une fois qu'on les a toutes, on a vraiment un assez large champ de possibilités dans les combats pour adapter chaque arme à la situation. Et d'ailleurs, c'est un truc que nous expliquent les personnages à chaque fois. Les personnages qui nous donnent les différentes armes à chaque fois nous expliquent que dans cette situation, il faut plutôt utiliser cette arme-là, face à tel type d'ennemi, cette arme-là, etc. Donc il y a un petit truc comme ça qu'on n'est pas obligé de suivre, évidemment, mais voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et c'était vraiment chouette, ça. J'ai bien aimé avoir ce grand choix d'armes différentes, parce que ça peut nous permettre de faire des stratégies vraiment variées. C'est pas toujours taper avec le katana, quoi, même si en soi le katana c'est bien. Mais là, j'ai bien aimé pouvoir utiliser notamment le kusarigama, par exemple. Celui-là, c'est devenu une de mes armes préférées, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce style, en fait, ce truc que tu peux faire tournoyer dans tous les sens, tu peux frapper des ennemis à distance, puis les ramener vers toi, comme avec un lasso, etc. C'est même une arme qu'on peut utiliser pour faire des assassinats discrets au kusarigama. Ça, c'était vachement sympa aussi. Et puis, chaque arme a ses avantages et ses défauts. Par exemple, l'odachi, il est puissant, mais il est très lourd. L'arme à feu, elle est très puissante, mais il faut du temps pour la recharger. Donc, il faut vraiment un peu réfléchir à quel type d'arme peut être adapté pour quelle situation. Les doubles katanas sont extrêmement rapides, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. Parce qu'il y a malgré tout pas mal de combats dans Ghost of Yotei. Il faut qu'on tue vraiment beaucoup de gens avant d'arriver à la fin de l'histoire principale. Et du coup, ça permettait que les combats ne soient pas trop répétitifs. Le fait d'avoir cette possibilité de changer d'arme, d'avoir les accessoires, etc., ça donnait un peu plus de rythme, je trouvais, et ça permettait d'avoir toujours un petit peu de réflexion, et pas juste de tailler dans le tas toujours de la même manière, quoi.
Donc ça, j'ai vraiment bien aimé au niveau du gameplay. Les combats étaient variés, toujours de très bonne qualité. Sur Tsushima, j'avais dit dans ma revue de l'époque que j'avais particulièrement aimé les sensations des combats. Et là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Yotei. On ressent très bien chaque coup au niveau de la manette. Les mouvements sont fluides, la technique est très bonne. Même l'attitude des personnages, leurs cris, etc. sont assez réalistes et immersifs. On a vraiment l'impression d'être dans des combats assez viscéraux, voilà, où on entend les lames, on entend les cris, etc. Il y a un peu de sang sans que ce soit non plus très très gore. Après, on a des options dans le jeu où on peut mettre, je l'ai essayé un petit moment, je ne l'ai pas montré en let's play, mais il y a une option dans le jeu où on peut passer dans un truc qui s'appelle le mode Miike, qui est inspiré d'un cinéaste japonais qui faisait des films assez gore. Et quand on passe dans ce mode-là, on a un peu plus d'effet de sang et un peu plus de bruitage aussi par rapport à ça. Je l'ai essayé pendant un moment, mais je ne l'ai pas gardé sur tout le jeu, puisqu'en fait les bruitages avaient plus tendance à me gêner, en fait je les aimais pas trop. Mais donc voilà, il y a le mode Miike qui existe si vous voulez un style un peu plus gore. Il y a aussi un mode noir et blanc comme ce qu'on avait dans Tsushima. Et il y a un autre mode dont j'ai oublié le nom, que je n'ai pas essayé et qui lui met des musiques un petit peu différentes. Donc voilà, il y a vous pouvez avoir différents styles un peu cinématiques pour avoir différentes ambiances. Mais donc voilà, tout ce qui a été combat, j'ai trouvé qu'encore une fois, c'était de très 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 bonne qualité. Pour moi, c'est le meilleur point du jeu. En tout cas, c'est l'aspect que j'aime le plus dans ce jeu. Même s'il y a évidemment d'autres aspects positifs. Donc j'ai déjà parlé de l'histoire que j'ai trouvé pas mal. Les cinématiques étaient plutôt bien réussies. C'était pas transcendant. Des fois, c'était un peu saccadé. C'est-à-dire qu'on a une cinématique où il parle, puis on avance un petit peu, puis une autre cinématique où il parle, puis on avance un petit peu, puis voilà. Là, c'était pas toujours ultra fluide et j'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire, mais ça passait bien. Non, par contre, un autre point vraiment très très positif que j'ai apprécié, que j'avais déjà trouvé dans Tsushima, c'est les paysages, l'exploration. Donc là, on est sur une île différente qui s'appelle Ezo, qui, si je ne m'abuse, est l'actuel Hokkaido. Et on a des paysages vraiment magnifiques, très variés. Donc on a une exploration très libre, puisque l'histoire n'est pas très très linéaire. On peut faire les régions d'Ezo un petit peu dans l'ordre qu'on veut. On peut même affronter certains boss dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé de les faire tous dans une certaine suite. Et donc chaque région, en fait, dans chaque région, il y a un boss de l'histoire principale et qui imprime un peu sa marque, je trouve, sur les paysages de la région. Puisque par exemple, on a un boss qui utilise beaucoup le feu. Et là, on va être dans une région avec beaucoup de tons rouge, orange, brun. On a un autre boss qui, lui, est plutôt dans la discrétion, qui utilise le poison et qui est dans un environnement plutôt hivernal, très froid, très blanc, très bleu, avec des shinobi qui se cachent dans la neige, etc. On va avoir une autre région beaucoup plus colorée, on a des montagnes, on a des marécages, on a des régions de bord de mer. Donc voilà, on a des environnements très variés, toujours très très beaux. Au début du jeu, je me rappelle que je m'étais fait la remarque que j'aurais bien voulu qu'il y ait un tout petit peu plus de finesse sur les graphismes, parce que là, je trouvais que la finesse des graphismes n'avait pas évolué depuis Tsushima. J'avais trouvé ça un tout petit peu dommage, mais en soi, c'était pas vraiment gênant. C'est une remarque que je me suis faite comme ça, puis au bout d'un moment, j'y pensais plus, parce que les paysages, malgré tout, restent vraiment très très beaux. C'est des très belles couleurs, c'est des paysages enchanteurs, c'est vraiment le Japon fantasmé dans l'esprit des Occidentaux, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a un côté presque un petit peu cliché, mais finalement, c'est un peu ce qu'on recherche, enfin ce que moi je recherchais aussi dans ce genre de jeu, c'était d'être dans des très beaux paysages féeriques. Et donc là, j'ai vraiment été servie, il y avait plein de points de vue où j'ai fait 1 milliard de photos parce que c'était trop joli et c'était plein de couleurs, plein de belles couleurs. Il y a aussi des ambiances parfois beaucoup plus lugubres, où on est dans des grottes ou des environnements très sombres. Il y a même une quête secondaire où on doit affronter un fantôme et du coup on est dans un environnement avec de la brume, un côté un petit peu hanté. Donc voilà, vraiment des beaux paysages, des belles ambiances, des belles atmosphères. C'est un jeu où tu peux clairement faire du tourisme.
Voilà, t'es pas obligé de passer ton temps à tuer des gens, tu peux aussi juste te promener, regarder le paysage, faire des petites activités secondaires. Donc on en retrouve certaines qui sont similaires à Tsushima, comme les terriers de renards par exemple, où on suit des petits renards qui nous amènent jusqu'à des hôtels, où on a une petite récompense et après tu peux caresser le renard qui est trop mignon, voilà. Ça, ils l'ont remis, je pense qu'ils ont compris que les gens aimaient bien ça. Et on a aussi des nouveaux types d'activités secondaires que j'ai beaucoup appréciés, comme la peinture par exemple, qui a remplacé, en fait, dans Tsushima, il y avait des activités de haïku, où on pouvait composer des haïkus devant des paysages. J'avais particulièrement apprécié ça. J'étais un peu déçue que ça ne revienne pas dans Yotei, mais en fait, ça a été remplacé par l'activité de peinture, qui était aussi très bien, puisqu'en fait, on se pose à certains points du paysage, et on a donc Hatsu qui sort sa petite feuille, qui commence à peindre le paysage, et en fait, on doit le faire nous-mêmes, avec le plateau tactile de la manette, avec son doigt en fait. On doit dessiner sur le plateau de la manette avec son doigt, en suivant les indications à l'écran. Et en soi, c'est assez simple, hein. On n'est pas en train de faire vraiment un cours de peinture, donc pas mal de choses se font automatiquement. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est ce genre de petites activités secondaires très apaisantes qui m'avaient déjà plu dans Tsushima, qui m'ont de nouveau beaucoup plu dans Ghost of Yotei, puisque ça apporte vraiment des petits moments de calme et de contemplation qui sont bienvenus entre deux scènes de combat qui peuvent être assez intenses, ou des scènes d'infiltration qui demandent une certaine concentration, etc. D'avoir ces petites scènes soit très mignonnes, soit très jolies, je trouve que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au jeu qui est très appréciable. Donc voilà, je pense que la peinture, c'était mon activité secondaire préférée, avec une autre qui est également une nouveauté de Yotei, les tanières de loup, puisque dans Yotei, on a un compagnon, enfin plutôt une compagne, qui est une louve, donc une louve sauvage, mais qui nous accompagne parfois dans les combats. Et en fait, au début du jeu, elle est encore très très sauvage avec nous, donc elle vient pas forcément souvent. Et en fait, en faisant l'activité secondaire tanière de loup, en fait, on va aller l'aider à tuer des chasseurs de loups qui ont tué ses congénères, donc on va l'aider à aller se venger des chasseurs. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, notre lien avec la louve se renforce, et en faisant ça, elle devient de plus en plus proche de nous, donc elle vient de plus en plus souvent nous aider dans les combats, et on a vraiment une petite relation comme ça qui se crée. La louve a son propre arbre de compétences qu'on peut développer en faisant des activités avec elle. Donc ça, c'était un ajout que j'ai aussi beaucoup aimé. Voilà, les activités avec la louve, c'était vraiment sympa, surtout qu'elle est vraiment utile. C'est pas un truc juste cosmétique en mode c'est la classe d'avoir un loup avec soi. Le loup est vraiment utile. Dans certains combats, elle m'a vraiment sauvé la vie. Elle peut être vraiment une force utile. Je n'arrête pas de dire utile, mais voilà. C'est quelque chose de très intéressant à avoir avec soi et à développer. Donc voilà, tout cet aspect avec la louve, c'était très bien. Et puis ça a aussi un lien avec l'histoire principale, puisque le symbole de la famille de Hatsu, c'est le loup. Donc il y a tout un truc avec la symbolique du loup, etc. Donc voilà, ça c'était bien. Et sinon, c'était même en dehors des quêtes secondaires, c'était toujours un plaisir d'explorer tous ces paysages, voilà, d'aller chercher des choses. Il y a plein de petites choses à trouver. C'est un monde ouvert qui est assez vivant, où des fois même presque trop vivant, puisque tu peux pas avancer plus de 20 secondes sans être interrompu, soit par quelque chose qui se passe avec un PNJ, soit par une découverte d'un nouvel endroit, etc. Mais du coup, voilà, c'est un monde où il y a vraiment des choses à faire. C'est pas des grands espaces vides, c'est une zone qu'on peut vraiment explorer, où on peut aller chercher des choses, trouver des choses parfois très inattendues. Donc ça incite vraiment à l'exploration. Ça, c'était bien. Et il y avait un truc que je voulais dire. Ah oui, il y avait une catégorie de quêtes secondaires que j'ai particulièrement appréciée aussi, c'était les quêtes mythiques. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait déjà ça dans Tsushima aussi. Mais en fait, on a une catégorie de quêtes où en fait on doit aller voir un conteur qui nous raconte à chaque fois une légende. Et la légende nous est racontée sous la forme d'une sorte de petit film d'animation, un peu comme si c'était tracé à l'encre. Je mettrai des images, ce sera plus clair. Mais donc voilà, ces mini-films d'animation étaient très sympas, et en fait ça nous lance dans des quêtes où on doit aller chercher soit un personnage mythique, soit une arme mythique ou une armure. Et c'est des quêtes qui sont intéressantes, il y en a quelques-unes à travers l'île de Ezo. Et les récompenses sont plutôt stylées, puisque comme je disais, c'est des kits d'armes ou des armures, ou parfois des nouvelles techniques spéciales de combat qui peuvent être vraiment très très chouettes. Et il y a même une quête qui concerne Jin Sakai. Donc ça, c'était vraiment cool aussi. Si vous avez fait Tsushima avant, je vous conseille vraiment de faire la quête mythique de Jin Sakai, puisque il y a tout un truc très nostalgique où on découvre ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie, en fait, après Tsushima.
Et la récompense de cette quête est très très intéressante. Donc voilà, très bon combat, très bonne exploration, bonne quête secondaire, une histoire pas révolutionnaire mais que j'ai bien aimée, qui était bien menée, magnifique paysage, bonnes ambiances. Voilà, en fait j'ai pas vraiment de points négatifs sur ce jeu. Globalement j'ai passé un très très bon moment dessus. C'est un jeu qui est assez complet, voilà, où on peut y trouver son compte si on aime les combats, si on aime l'exploration, si on aime le parcours, si on aime l'infiltration. On peut faire beaucoup d'infiltration, notamment quand on est dans la région hivernale avec le boss un petit peu de type shinobi. Ça, c'était vraiment très sympa parce qu'il y a tout un truc avec des puzzles, avec des symboles, des petites énigmes à résoudre, etc. Donc voilà, vraiment une expérience de jeu qui offre pas mal de choses différentes, à la fois intellectuelle, plus action, plus contemplation. Donc tout ça a été très bien. Voilà, je cherche, en fait j'essaye de me rappeler s'il y avait un truc qui m'avait particulièrement gêné, mais en fait je ne crois pas. J'ai beaucoup aimé les musiques également, j'avais déjà beaucoup aimé les musiques de Tsushima, celles d'Oyotei sont également très belles, et la musique a une importance particulière dans l'intrigue puisque Hatsu est musicienne elle-même, donc on peut aussi jouer de la musique dans le cadre de différentes activités. Donc voilà, à la fin je lui ai mis la note de 8 sur 10 sur Sens Critique, puisque je suis sur Sens Critique pour classer mes jeux, faire ma bibliothèque des jeux. Donc voilà, 8 sur 10 pour un jeu qui n'a pas été un coup de cœur absolu. Comme je le disais, ça n'a pas révolutionné pour moi le monde du gaming, mais qui a été de très bonne qualité, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, sur lequel, enfin que j'ai suffisamment apprécié pour y passer pas mal de temps, plus de 50 heures. Et voilà, que je vous conseille. Alors je vous conseille de faire Tsushima d'abord, si vous ne l'avez pas fait, puisque même si les deux intrigues sont en soi complètement indépendantes, il y a d'une part cette petite quête nostalgique sur Jin Sakai, mais je trouve qu'il y a aussi une continuité un peu dans l'ambiance et dans le gameplay, donc je pense que c'est vraiment bien de faire Tsushima avant de faire celui-ci. Et puis, si vous avez déjà fait Tsushima et que vous l'avez apprécié, je pense que vous aimerez Ghost of Yotei parce que ça reprend vraiment tous les points positifs qu'il y avait dans Tsushima en ajoutant quelques petites nouveautés. Donc voilà, un jeu que je suis bien contente d'avoir fait. Ça m'a fait bien commencer l'année 2026 et il sera très certainement dans mon top de fin d'année. Voilà, j'espère que cette revue vous a intéressé. Dites-moi si vous avez fait ce jeu, quel a été votre moment ou votre boss préféré. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Là, attendez une seconde. Je suis récemment allée à la Fnac pour m'acheter ce petit cadeau, Yakuza Kiwami 3. Voilà, il est encore sous son blister, je ne l'ai pas commencé, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, on va rester au Japon en ce qui me concerne pour la suite du gaming sur les prochaines semaines. Je vous en parlerai prochainement. Et donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!